retrouvons Yann Colas à Rodrigue pour cette deuxième partie de pêche au gros dans l'océan Indien. Yann abordera les différentes techniques de pêche et nous donnera des précisions sur les caractéristiques des poissons que l'on retrouve communément dans l'océan Indien. On part de Port-Mathurin, on a une petite heure de route avant d'arriver sur le tombant. Donc le programme il est très simple. On s'arrête sur la première patate, on a un gros récif en fait au large dans l'est. On va essayer soit de jiguer si le temps nous le permet, soit de couler des appâts au fond. Et ensuite nous allons partir pour faire le coucher du soleil sur le DCP parce qu'il y a eu un petit peu d'activité ces derniers temps et on espère trouver notre bonheur là-bas. Le banc de l'Est, c'est un spot qui est formidable dans la mesure où il passe de 2200 mètres de profondeur à 40 mètres et ce sur 100 km². Il fait 7000 de long sur 5000 de large. Donc ça forme ce que l'on appelle un gros DCP. Les DCP, vous savez, ce sont les récifs artificiels qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Donc DCP, c'est une abréviation de dispositif de concentration de poissons. C'est un récif artificiel, c'est-à-dire que vous avez un poids, un plomb de 250, 300, 400 kg suivant la profondeur à laquelle vous l'immergez. Dessus, vous avez un gros bout de flottant qui remonte en surface. Donc ces DCP-là peuvent être ancrés entre 70 mètres de profondeur au fond jusqu'à 1000, 1500, 2000 mètres comme on peut trouver à Maurice ou à La Réunion. Et donc le long de ce bout, vous avez ce qu'on appelle des strap-bands qui sont accrochés dessus. C'est une matière plastique qui est très fine, qui part en lamelles de 10-15 mètres à peu près. Elle se juxtapose et ça forme un filet. Comme c'est une matière plastique, au bout d'un certain temps d'immersion, vous avez du plancton qui se fixe dessus, les coquillages se développent, ça attire des petits poissons qui attirent les plus gros et ça vous refait en fait toute la chaîne alimentaire. Il y a tout l'écosystème qui se greffe dessus. On est sur le DCP, on a fait un petit requin pointe blanche là tout à l'heure. Donc on va insister encore un petit peu et ensuite nous allons prendre la direction du banc de l'Est, donc qui est à 80 km à peu près de là où nous nous trouvons pour le moment. Et donc on va faire route de nuit pour arriver au lever et commencer surtout à pêcher au lever du soleil. Le jig, faut pas croire, c'est pas de la petite dandinette, vous allez voir comment ça se passe tout à l'heure. C'est vraiment une animation extrême du jig. Donc ça a été perfectionné par les Japonais il y a quelques années. Et en fait, l'animation du jig, c'est le plus important parce que c'est ça qui va vous provoquer l'attaque du poisson. Et d'après donc les Asiatiques, plus on va jiguer vite, plus on a de chances d'attraper des tondans de chien. Donc après, on va faire toutes les espèces, ce qu'on appelle les espèces récifales, qui habitent autour et qui habitent sur le récif autour de Rodrigue et sur le banc. L'avantage, c'est qu'on peut faire du tondant de chien, de la carangue, toutes les variétés de mérous, des carpes rouges, du requin. Les requins sont très friands également des jigs, surtout les jigs phosphorescents comme ça la nuit. Et de plus en plus, on commence à toucher de l'espadon voilier. Nous, pas encore côté marlin, mais il y a déjà une paire de marlins qui s'est fait dans le monde au jig. Donc l'espoir fait vivre. Malgré quelques belles prises avec la technique du jigging si riche en sensations, Yann et son équipe ne persisteront pas longtemps. Leur présence ayant attiré trop de requins, les appâts et les prises sont rapidement dévorés par les squales. Le lendemain matin, dès le lever du jour, la pêche reprend de plus belle.
offrant un véritable ballet de lignes. Grâce aux chasses de thon, les 3 marins et Yann sont déjà en pleine effervescence. Donc là on arrive sur les chasses de thon, et le soleil vient de se lever, on voit quelques thons qui commencent à sauter un petit peu partout autour du bateau. Donc on va bien voir ce que ça va donner, hein. On passe dedans et ensuite on va continuer notre route le long du tombant parce que en fait le banc de l'Est fait 7000 de long sur 5000 de large. Donc suivant le courant que l'on va avoir, il ne va y avoir justement que 2 côtés du tombant qui vont être productifs. Donc maintenant, à nous de rechercher et de trouver le côté productif. Voilà, donc là nous nous trouvons dans les thons. On trouve, alors là aujourd'hui ils sont pas très calibrés quand même, hein, parce que on en trouve un peu de toutes les tailles. Il y en a qui font 2, 3, 4 kilos et puis il y en a qui font jusqu'à 25 kilos, le plus gros que l'on vient de faire là. Donc ça reste quand même de beaux poissons. Après les thons, Yann repère un banc de wahou. C'est un poisson que l'on retrouve communément dans l'océan Indien qui peut avoir de belles tailles. Là on continue avec l'échantillonnage, on est dans les wahou. Donc là on vient d'en faire 3 en même temps, ce sont des petits poissons, hein, enfin c'est dans la moyenne, hein, c'est des 8-10 kilos. C'est malheureusement les aléas de la pêche, hein, c'est pas du 100% coup sûr au niveau du ferrage. Donc le ferrage, si vous voulez, avec la vitesse du bateau, avec le piquant des hameçons, l'hameçon il pénètre directement dans la gueule du poisson. Donc des fois quand la mer est vraiment calme comme on l'a aujourd'hui, les attaques sont un peu moins franches, elles sont un peu moins violentes et les poissons prennent mal les leurs. C'est ce qui nous donne ces poissons qui sont décrochés. Le Black Marlin continue sa route. Les prix se succèdent, confirmant la richesse halieutique des eaux Rodriguez. Ah donc voilà, ça c'est le seigneur des mers, hein, ce sont les marlins noirs. À Rodrigue on trouve les marlins noirs et les marlins bleus. Les marlins noirs, eux, ce sont plus des poissons qui vivent sur le plateau, hein, et en limite du plateau sur le tombant, alors que les bleus, eux, sont beaucoup plus au large et s'aventurent un peu également le long du tombant. Donc quand on est sur le plateau, vous avez 9 chances et demie sur 10 que ce soit un black comme ce poisson-là.
C'est un marlin qui doit faire à peu près dans les 100, 100, 110, 120 kilos. Il est arrivé très fatigué au bateau. L'hameçon était vraiment très bien piqué, hein. Il a bien combattu, il n'a pas trop sauté, hein, malheureusement, mais il est arrivé vraiment très fatigué et ce poisson était voué à la mort si on l'avait relâché, donc ça vaut pas le coup de le donner aux requins. Je préfère les donner aux requins à terre plutôt que de les donner aux requins en mer. À l'occasion de ces belles prises de marlin noir, Yann en profite pour nous dresser un portrait de ce poisson fascinant, véritable Formule 1 des mers. Donc ça fait un petit peu plus de 30 ans maintenant que les marlins, hein, l'espèce noble de la pêche sportive, sont tagués et relâchés. Pourquoi? C'est pour un suivi, un tracé de leur migration et de leur croissance, de leur développement. C'est un poisson qui est encore très mal connu jusqu'à maintenant. Le marlin, donc ce sont des œufs, hein, que les femelles pondent. Le marlin est androgyne, c'est-à-dire l'androgynie, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain poids, il change de sexe. Heureusement que les humains ne sont pas tous comme ça non plus, hein. Sinon, à mon avis, on ferait beaucoup de régimes, on grossirait énormément. Et donc, arrivé à un certain poids, arrivé vers 300-350 livres, il mute, hein, et il devient femelle. Donc on va trouver que des grosses femelles et que des petits mâles. Donc la croissance est extrêmement lente au départ. Apparemment il faudrait 5-6 ans pour qu'il atteigne son poids de reproduction qui est à entre 60 et 70 kg. Donc un marlin de 70 kg à 5 ans, 5-6 ans. Donc c'est très lent au départ. En revanche il se rattrape bien après puisque apparemment la croissance s'accélère et après c'est exponentiel, hein. Il mange énormément, peut-être pas autant que les dorades et les thons, hein, parce qu'apparemment les thons mangent leur poids par jour, les dorades double de poids par mois. On n'y est peut-être pas rendu quand même pour les marlins, mais arrivé à un certain stade, c'est vrai qu'ils ne peuvent plus grossir. Après, c'est de plus en plus difficile pour eux, hein, dès qu'ils dépassent les 300, 350, 400 kilos. Donc au niveau des techniques de pêche, le marlin, on peut le rechercher à la traîne au leurre artificiel. Et après, les techniques, c'est surtout à l'appât naturel. Le must, ça reste l'appât vivant. Donc, on utilise des bonites ou des petits thons jaunes qu'on va mettre en vif, montés façon Catalina. Le problème, c'est que généralement, ils ont en gamme complètement l'appât, hein. L'hameçon est au fond, donc côté relâche, ça, c'est pas très sport, hein. Mais c'est une des techniques les plus productives pour la pêche du marlin. Alors côté combat, en fait, c'est pas le poids ni la taille du poisson qui va faire son combat. Ça va être là, surtout là où il va être piqué. Est-ce que ça lui fait mal? S'il a mal, s'il a pas mal, est-ce qu'il a bien mangé avant, est-ce qu'il est fatigué? Tout ça, ce sont des facteurs qui comptent, comme pour nous, hein, comme pour des êtres humains. Donc des fois, on va passer une demi-heure avec un 300 kg et des fois, on va passer 1h30 avec un 100 ou 150 kg qui va faire énormément de cabrioles. Donc les petits marlins, c'est vrai qu'ils sont plus vifs, hein, qu'apparemment que les gros. Maintenant, en pêche sportive, la règle voudrait de ne pas dépasser 1h30 de combat. Parce qu'après, on a des problèmes. C'est-à-dire que plus on va rester de temps en combat, plus le fil a de chance de casser, plus le marlin a de chance de passer sur le fil si jamais il fait une boucle. Donc nous, tout simplement à la touche, on n'accélère plus, ça ce sont les anciennes méthodes. On reste un petit peu à la même vitesse, le temps de voir où est-ce que le poisson va sortir, voir s'il n'a pas bouclé. Parce que des fois vous avez le fil qui part d'un côté et le marlin qui a fait une boucle et qui va sauter devant le bateau. Donc il faut essayer de ne pas se laisser surprendre par cette tactique-là. Donc on ralentit après tout doucement et une fois que le pêcheur est installé et qu'il est en prise directe avec le poisson, là on est marche arrière à fond.
Et si jamais la mer est difficile, qu'on ne puisse pas faire marche arrière, on pivote avec le bateau, on fait un 180 degrés et on remonte dessus. Tout simplement parce que on n'aime pas déjà avoir énormément de fil dans l'eau. Parce que pour une raison ou pour une autre, il suffit que votre poisson fasse un arrêt cardiaque et qu'il aille mourir à 300 mètres de fond. Là, c'est très difficile de remonter un poisson mort du fond. Il n'y a plus de poussée d'Archimède qui agissent, il n'y a rien du tout. Et ensuite, les combats rapprochés, en fait, ça permet de faire des poissons. On leur met énormément de pression. Tous les freins sont réglés au peson à une certaine pression. Donc, on leur met énormément de pression pour pouvoir les amener vite au bateau, pour pouvoir les relâcher dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que plus un combat va tarder, plus il va falloir réoxygéner un poisson et plus il a de chances de mourir. Donc si on est dans une éthique, dans un esprit de relâche du poisson, c'est très difficile après de se dire on va le relâcher, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Non. Soit on essaye de travailler rapidement le poisson et à ce moment-là, dans la mesure du possible, parce qu'on va toujours tomber sur des exceptions qui vont confirmer la règle, mais soit voilà, on travaille le poisson durement et on le relâche dans les bonnes conditions, soit on se dit le poisson on le garde, mais dans ce cas-là c'est pas bon non plus de le laisser traîner dans l'eau parce que soit il peut vous mourir à une très grande distance du bateau, soit tout simplement, et c'est un facteur qui compte beaucoup à Rodrigue, ça va attirer les requins et à ce moment-là il vous en restera qu'une moitié. Donc le marlin, est-ce qu'il vit dans les fonds, est-ce qu'il est en surface? C'est très difficile encore à savoir. Apparemment ça se situerait entre 10 et 30 mètres. Maintenant le problème c'est que vous avez toujours une étude pour controverser l'autre. Donc il est apparemment un petit peu en profondeur et monte en surface bien sûr pour se nourrir, pour chasser. L'avantage de la traîne au leurre artificielle pour le marlin, c'est qu'on traîne généralement assez rapidement. Donc on est à 7-8 nœuds. Alors que quand on pêche à l'appât naturel, c'est assez restreint au niveau des vitesses de pêche, puisque nous sommes à 3-4 nœuds. Donc l'avantage de la traîne à l'artificiel, c'est qu'on est plus rapide, donc on couvre une plus grande distance, une plus grande zone de pêche. Plus on va parcourir du chemin, plus on a de chances de rencontrer du poisson. Maintenant, le leurre artificiel ne remplacera jamais la chair naturelle, la chair fraîche. Avec leur rostre, ils vont l'agiter dans tous les sens pour essayer d'en blesser un, soit à la queue, soit à la tête. Tout simplement pour pouvoir après le pourchasser, le suivre beaucoup plus facilement. Une fois qu'il arrive sur sa proie, si on va prendre l'exemple d'un thon jaune, il va lui taper la tête pour l'assommer, il va le prendre en gueule, il va nager tout doucement avec, il va le retourner et la tête la première, hop, il va l'avaler. C'est pour ça que quand nous pêchons le marlin à la bonite vivante ou à la bonite morte, on a l'hameçon donc qui est bien devant, quand nous traînons nos appâts. Le marlin arrive, il va donc taper. À ce moment-là, nous, on a le fil qui est relié à un élastique. Notre ligne est reliée à un élastique. L'élastique va claquer. Et là, on a le frein qui est totalement ouvert. Pourquoi? Parce que ça y est, il l'a tapé, il l'a tué. Ensuite, il va venir prendre votre appât. Il va partir tout doucement avec. Et là, il faut qu'il ne sente aucune résistance. Parce qu'il est tellement méfiant que s'il sent quelque chose qui n'est pas normal, qui est louche, tout simplement, il va le recracher. C'est valable pour beaucoup de poissons, mais encore plus pour le marlin. Il est très très méfiant parfois. Et donc on va lui laisser le temps de parcourir un petit peu de distance avec sa proie dans la gueule, et surtout de retourner l'appât et de l'avaler. Et là, il va vous faire un deuxième rush qui va être beaucoup plus rapide. Là, on sait que quand il commence à faire son deuxième rush, ça veut dire qu'il a normalement... Tout ce que je dis, ça c'est uniquement en théorie. Après, en pratique, vous avez plein de scénarios possibles. Mais voilà, en théorie,
ça veut dire qu'il a l'hameçon qui est déjà au niveau de la glotte, presque limite dans l'estomac. Et c'est à ce moment-là que nous accélérons avec le bateau et que nous le ferrons. Là, à ce moment-là, hop, ça fait ressortir l'appât et l'hameçon pivote et se coince directement dans la gueule du poisson. Voilà, c'est la technique du ferrage. Donc là, ce sont des petites bonites maquerelles, hein, on appelle ça ici. On les met, comme vous le voyez là, on les place directement dans les tunes à tubes, hein, les viviers à bonites que l'on a sur les côtés. Pour eux, c'est de l'eau donc qui sort, c'est un apport d'oxygène, ça permet de les garder vivantes et de pouvoir les utiliser dans 1 heure, dans 2 heures, en parfaite santé. Comme ça, au moins, elles ne sont pas mortes et on pêche à l'appât naturel vivant. À Rodrigue, lorsque l'on pêche, il faut être très attentif, car à tout moment un départ de ligne peut se produire. Yann et son équipe sont en permanence sur le qui-vive. Malgré sa connaissance de la pêche, des sites et de la technologie, Yann doit prendre en compte un nouveau facteur, le réchauffement climatique qui modifie les flux migratoires des poissons. C'est vrai qu'au fur et à mesure, au fil des années, en fait, on observe des migrations changeantes de poissons, des courants qui ne passent plus aux mêmes endroits, au même moment. Alors c'est dû sûrement à un dérèglement général de la planète. C'est vrai qu'on voit en France métropolitaine, il y a de plus en plus de tempêtes, le climat change tout simplement. Et le poisson est très très sensible à tous ces changements. Donc c'est pour ça que les migrations ne se font plus maintenant à la même période. À certaines périodes, il y a 15 ans où on trouvait du poisson, bah là les passages ils ont du retard, ou alors la ponte elle a eu lieu un peu plus tôt. C'est vrai que ça nous touche et donc tout ça, ça perturbe les passages de poissons. Et il y a quelque chose sur lequel nous n'avions pas compté il y a 2 ans, c'était sur le fameux tsunami. Hein. Le tsunami a également eu des répercussions. Alors je ne sais pas si sur les autres îles ça l'a eu, mais nous, ça nous a pas mal déréglé notre système de marée. Les marées sont beaucoup plus importantes aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Après, au niveau de la température, ça, je n'ai pas assez d'antériorité pour pouvoir en parler. Cette année, on a eu des températures moins élevées que l'année dernière. En revanche, on a eu plus de cyclones. Donc, on était tranquille pendant 2 ans et cette année, au mois de février, nous avons eu 4 dépressions à répétition. C'est pas plus mal d'en avoir eu 4 petites. Bon, on s'est fait souffler un petit peu, certes. Mais dans notre malheur, c'était impraticable, hein, on n'a pas pu sortir. Mais quand même, dans notre malheur, on a eu de la chance. Vaut mieux 4 petites dépressions comme ça qui vous passent dessus, plutôt qu'une seule grosse et qui ravage tout et qui vous refasse l'économie de ville. En revanche, les autres années, c'est vrai que non, on n'avait rien eu du tout. Et c'était assez plaisant d'ailleurs, on s'y était bien habitué. Mais bon, la nature reprend ses droits, hein, et de temps en temps, elle nous rappelle qu'elle est toujours là. Tous les jours, on se remet en cause. Hein, c'est une remise en question permanente. C'est ça qui fait aussi l'attrait de la pêche et qui donne des passions comme celle-là. Parfois, entre toutes ces techniques de pêche, on a notre instant récréation, c'est-à-dire la pêche à la palangrotte, tout simplement. La palangrotte, c'est un plomb
avec 2, 3, 4 hameçons suivant la profondeur à laquelle on va pêcher et des morceaux d'appât. Donc on pêche généralement à la main parce que c'est beaucoup plus plaisant et vous avez la touche en direct, les sensations en direct dans vos mains. Et donc ça permet, en revanche, ça reste assez restreint sur les tailles de poissons. Ça permet de pêcher tous les petits poissons de récifs coralliens, les mérous, qui sont excellents à la consommation d'ailleurs. Et ça, c'est une pêche qui est très prisée par les rodrigués.